En 1943, au cœur même de Paris, les nazis ont créé 3 annexes du camp de Drancy, Lévitan, Austerlitz et Bassano. Dans ces 3 camps d'enfermement, 800 internés, qu'on appelle les demi-juifs, sont forcés à faire le tri quotidien des objets volés aux familles juives de Paris, déportées dans les camps de la mort. Les nazis baptisent cyniquement ces spoliations l'opération Meuble. 40 000 appartements sont dépouillés du sol au plafond, de leurs petites cuillères, verroteries, assiettes, lingerie, jouets et même ampoules. Triés, nettoyés et expédiés en Allemagne, ce butin est destiné aux familles du Reich frappées par les bombardements alliés. Vous écoutez Le pillage des appartements juifs, l'opération Meuble. Première partie. J'aurais pu leur accorder une circonstance atténuante, s'ils s'en étaient seulement pris à des adultes juifs qu'on a rendus responsables, en les diabolisant, de tous les malheurs de la France et du monde. Témoignage de Maurice Wolf, d'après son récit autobiographique « S. Brent, un combattant dans la tourmente ». C'était la guerre des Juifs, disait-on. Il a fallu que l'État français, responsable des mesures anti-juives, ouvre les vannes pour que les bestialités latentes et refoulées d'une couche importante de la société puissent donner libre cours à l'horreur sans nom. En 1943, Maurice Wolf est un jeune homme d'à peine 20 ans. Polonais, juif, il est révolté par les mesures antisémites prises par le gouvernement de Vichy dans le pays où il croyait avoir trouvé refuge. Ses mémoires, écrites après-guerre, témoignent d'une face méconnue des persécutions juives. Du pillage organisé de tous les biens des familles condamnées à la déportation. Un programme conçu au plus haut niveau du Troisième Reich baptisé Opération Meuble, dont Maurice Wolf a connu tous les rouages. Après le passage des écumeurs, dans les résidences et appartements juifs, il ne restait plus rien. Même les papiers peints étaient arrachés des murs pour essayer de découvrir des devises ou bijoux que les youpins auraient pu camoufler. Leur but, éradiquer jusqu'au dernier vestige, jusqu'à la dernière trace de notre existence. En mai 1940, Maurice Wolf et sa famille évacuent la Belgique devant l'avancée des troupes allemandes. Un deuxième exode. Les 3 frères Wolf et leurs parents ont déjà fui Varsovie et l'antisémitisme virulent de leur Pologne natale. Tous parviennent à rejoindre clandestinement la France. Maurice se fait arrêter plusieurs fois. Il connaît de nombreux camps d'internement, dont il s'échappe toujours. Puis il rejoint la résistance en zone libre pour prendre le maquis en Haute-Savoie. Mais à l'été 1943, alors qu'on le charge de démasquer une taupe à Paris, il se fait prendre. Torturé, incarcéré à Fresnes, il échappe de justesse à l'exécution capitale. Il est transféré à Drancy. Le camp est devenu depuis juin 1942 l'antichambre de la déportation en France. Des 76 000 juifs déportés sous Vichy, 63 000 sont partis de Drancy. À son arrivée, Maurice Wolf doit se faire enregistrer au bureau du fichier des identités.
Dans le bloc administratif, un préposé affecté au service de réception et de recensement nous interrogeait. Nom, domicile, nationalité. Avez-vous de la famille en France? Connaissez-vous leur adresse pour les avertir en cas de besoin? Généralement, la réponse était négative. Qui allait donner le lieu d'habitation de sa famille? Parfois, quelques juifs de vieille souche française, innocents, obéissants, souvent anciens combattants sûrs de leurs prérogatives, privilèges de bons patriotes, répondaient benoîtement, ne pouvant imaginer la perversité de ce questionnement. Quand ce fut mon tour, je me déclarais demi-juif, de nationalité italienne. Si vous êtes demi-juif, me répondit-il, vous pouvez bénéficier de privilèges accordés aux conjoints d'Ariens, aux quarts ou demi-juifs. Voici une circulaire que vous devez remplir et signer en certifiant sur l'honneur. Toute fausse déclaration sera punie de mort par les Allemands. En fait, quand Maurice Wolf arrive à Drancy, il passe au contrôle des statuts. Et là, on lui demande qui il est, en termes de loi raciale. Sarah Gainsburger, historienne et sociologue, auteure de Images d'un pillage. Donc là, il se déclare demi-juif parce qu'il a dû entendre une rumeur, des informations circuler, comme quoi, si on est demi-juif, c'est-à-dire, c'est très important de le comprendre, issu de mariage mixte, un juif, un non-juif, mais quel que soit le fait que ce soit le père ou la mère, ça n'a aucune importance, c'est pas religieux, c'est racial. Ça permet d'avoir un statut spécial et d'échapper pour un temps à la déportation. Le projet final du nazisme, évidemment, c'est l'extermination totale des Juifs, mais il procède par étapes. Et dans un premier temps, pour pas soulever une sorte de solidarité de la part du monde non-juif, il décide de ne pas déporter, de ne pas exterminer les personnes issues de ces mariages mixtes. Il y a deux autres catégories qui permettent une suspension de la déportation. C'est les conjoints d'Ariens, c'est-à-dire que comme c'est des gens qui sont en lien avec des familles non-juives, on ne veut pas susciter de la solidarité de la part des non-juifs dans la société française. Et la troisième catégorie est un peu différente, parce qu'elle n'a rien à voir avec le pourcentage de judaïsme ou le lien avec le monde non-juif, c'est-à-dire qu'elle concerne les femmes juives de prisonniers de guerre. Et donc ces femmes-là, elles sont protégées par la Convention de La Haye, puisque normalement, au titre de cette convention, on doit respecter les prisonniers de guerre et leurs familles. Il faut comprendre ce contexte, parce que c'est dans ce règle-là que certains vont jouer avec cette réglementation pour survivre. Tout en remplissant le formulaire, je n'ai pu m'empêcher de penser. Quart de juif, difficile à digérer. Un demi-juif, indigeste. Un juif entier, pouah, dégueulasse. Polyglotte, parlant allemand couramment, mais aussi un italien parfait, Maurice Wolf fait illusion devant le fonctionnaire de Drancy. On le transfère sans lui demander de prouver son statut racial. Sous une fausse identité italienne, faux demi-juif, Maurice Wolf, dit Maurice Savigny, traverse Paris sous bonne escorte, en direction du 13e arrondissement. Au 43 quai de la Gare, il découvre un bâtiment d'allure industrielle. En réalité, un camp d'internement, le camp d'Austerlitz. Ce dont je me souviens lors de notre arrivée à Austerlitz, c'est d'un ciel gris, presque noir, et de la pluie qui tombait presque drue en ce matin de novembre 1943. Arrivé devant un énorme complexe de bâtiments sombres, notre fourgon s'arrêta, à l'écart, en face d'un hangar désaffecté de plusieurs étages. Les policiers français nous firent descendre et pénétrer dans un hall immense. 300 détenus, hommes et femmes, étaient parqués dans cette bâtisse sinistre. Aux côtés de Maurice Wolf,
d'autres anciens détenus ont raconté leur vécu au sein du camp. Au rez-de-chaussée était installé un centre de triage. Car il nous arrivait chaque jour, de Paris et de sa banlieue, tout ce que les Allemands avaient déménagé des appartements de Juifs arrêtés par rafle ou sur dénonciation. Témoignage de Jacqueline Jacob Delmas, internée à l'âge de 21 ans comme demi-juive. Tout ce que comporte un appartement nous arrivait. Cela allait des vêtements, literie, ustensiles de cuisine, de salle de bain, porcelaine, verrerie, jouets, instruments de musique. Enfin, tout ce qui fait le quotidien de la vie. C'était la plus grande entreprise de déménagement de recel et de vol que l'on puisse rêver. Témoignage d'Yvonne Klug, internée à l'âge de 45 ans comme conjointe d'Arien. Tous les travailleurs chargés de cette besogne étaient recrutés parmi les conjoints d'Ariens, les demi-juifs ou les femmes de prisonniers. Toute une catégorie d'internés qu'ils ne voulaient ni déporter ni libérer et qu'ils utilisaient ainsi. Je fus ahurie par le rythme accéléré du travail. On aurait dit un cinéma tournant trop vite, tellement tous se dépêchaient. Pour les nouveaux venus, cela avait quelque chose d'ahurissant. Un petit personnage, la cinquantaine, nous accueillit dans un français laborieux et guttural. Il me dit « Je suis le commandant Kochan, responsable de ce camp. Quoi que vous soyez des privilégiés, puisque vous n'avez pas été déportés, je tiens à vous prévenir que toute conduite contraire à nos règlements sera sanctionnée par un retour à Drancy, d'où vous serez immédiatement déportés. » Quand Maurice Wolf est transféré de Drancy, il arrive au cœur d'une opération qu'on appelle l'opération Meuble. Sarah Gainsburger, historienne et sociologue. Donc, c'est une opération qui germe dès le début 1942, puisque c'est la conséquence d'une très grande décision, qui est celle de la mise en place de la solution finale. Donc à partir fin 41, début 42, les Allemands, le Reich, décident d'exterminer les Juifs. La décision est prise, c'est l'extermination totale, c'est ce qu'on appelle la solution finale. En conséquence, la conséquence pratique, c'est que des appartements, des biens, vont se retrouver sans maître, vacants, selon le vocabulaire nazi, partout en Europe. Alors, l'opération Meuble est d'une ampleur gigantesque à l'échelle de l'Europe. L'opération Meuble, c'est l'Europe de l'Ouest. Hein. C'est France, Belgique et Pays-Bas. Jean-Marc Dreyfus, historien et co-auteur de Des camps dans Paris. Les nazis étaient persuadés que la guerre avait été provoquée par les Juifs. Il faut supprimer jusqu'à la dernière trace de l'existence même de ces Juifs voués à l'extermination. Mais en même temps, il y a une idée très rationnelle qui est de tout récupérer. Les Allemands qui souffraient de la guerre, et en premier lieu les Allemands qui ont été victimes des bombardements alliés, qui deviennent massifs à partir de mai 1942, le premier grand bombardement c'est sur Cologne, eh bien ces Allemands doivent bénéficier, c'est une espèce de compensation des biens pris aux Juifs, puisque les Juifs sont responsables des biens de l'ennemi. D'un petit garçon qui allait à l'école, subitement je me trouve enfermé en prison, d'abord en prison, puis ensuite à Drancy, et ensuite dans un camp de travail, mais c'était un monde qui s'écroulait, c'était... Michel Bert, interné à l'âge de 14 ans avec son père et son frère comme demi-juif. Notre travail consistait à trier les caisses, à mettre dans d'autres caisses, par exemple les vêtements, la porcelaine. Les tableaux avaient été déjà mis à l'écart, donc il n'y avait pas de tableau de valeur. Par contre, il y avait par moments des objets de valeur, comme des petites statues, des vases,
des choses qui étaient quand même... alors il fallait mettre tout ça à l'écart, et notre travail était de trier. Ils volaient tout, hein. Quand ils arrivaient dans un appartement, ils volaient absolument tout. Ça allait aussi bien des choses de valeur que de la petite cuillère ou la fourchette. Ils volaient absolument tout. Au début, l'opération Meuble à Paris est gérée par des personnels de l'ERR, donc du pillage des œuvres d'art. Puis petit à petit, elle va avoir son propre service qui s'appelle la Dienststelle Westen, qui est le service Ouest, donc Ouest comme Ouest de l'Europe. Il n'y a pas d'archives papier de l'opération Meuble. Ce qui est resté, et ça a été découvert très tardivement, donc j'ai fait une grande enquête sur ces objets qui sont des photos. C'est des photos documentaires qui décrivent au plus près l'opération Meuble. Puisqu'il faut savoir que les soldats allemands avaient pour beaucoup des appareils photo. Donc la prise de photos par des Allemands pendant la guerre est très fréquente. Donc régulièrement, ils ont dû justifier de cette opération auprès de l'administration centrale du Reich à Berlin. La rationalité économique de cette opération sera sans arrêt questionnée, parce que c'est vrai que les Juifs parisiens, leur écrasante majorité, ce ne sont pas les Rothschild, ce sont des Juifs pauvres, tailleurs, qui ont très peu de revenus, très peu de biens. On voit, il y a quelques photos de piles et de piles et de piles et de piles de caisses, mais c'est des linéaires de caisses, c'est massif. Donc c'est massif parce que ça représente environ 40 000 appartements pour la seule ville de Paris, qui est le cœur de l'opération Meuble. On va scanner très systématiquement dans tout Paris, rechercher les appartements juifs qui ne sont plus occupés. C'est une énorme opération. Donc il y a des indicateurs, on va payer des mouchards qui vont trouver ces appartements. Et c'est très systématique, et ça marche très bien. Il y a très peu d'appartements appartenant à des juifs qui n'ont pas été vidés. Donc il y a le repérage des appartements en première étape. Ensuite, il y a la pose des scellés. Donc la Dienststelle Westen met des scellés sur les appartements. Parce que quand même, il y a une pénurie à Paris, ça intéresse tout le monde de vider un appartement, ça n'intéresse pas que les Allemands, ça intéresse le voisin, ça intéresse... Bon. Donc ils mettent les scellés. Ensuite, une fois qu'ils ont mis les scellés, ils font un ordre de réquisition pour les déménageurs français. L'opération Meuble est très organisée. Elle est surtout remarquablement organisée dans le contexte de la collaboration franco-allemande, avec un but très précis, qu'on retrouve d'ailleurs dans tout le processus mis en œuvre d'extermination, c'est le coût minimum. Une partie des meubles qui vont être envoyés en Allemagne vont être en fait facturés aux municipalités. Cet argent va être utilisé, donc renvoyé à Paris, et va être utilisé pour payer les déménageurs français. On sait qu'il y a une centaine d'entreprises de déménagement parisiennes ou de banlieues parisiennes qui ont profité de cette activité. Donc ils ont des ordres de réquisition. Sur certains ordres, on voit marqué en bas que si l'ordre n'est pas respecté, menace d'arrestation. Donc voilà. Mais par ailleurs, c'est sûr que c'est aussi un travail, ça leur apporte un revenu. Ils sont payés, ils ont de l'essence qui leur est fournie, ils ont de la paille qui leur est fournie. Donc en fait, ça entretient une profession. À tel point qu'ils créent un service des appartements juifs dans leur syndicat. Et donc, entreposer tout ce butin suppose des lieux, et ces lieux vont d'abord être utilisés comme entrepôts, et très rapidement vont devenir des camps de travail. Et là, les internés prennent le contenu d'un appartement. Donc là, il y a encore une identité, en fait. Dans les biens, ça appartient encore à quelqu'un, et le travail qui se passe dans le camp, c'est de rendre ces biens anonymes. C'est ça, en fait, le travail. Donc là, il y a toute une maison qui arrive en tant qu'une maison, en tant qu'un foyer. Ça va monter dans les étages par le monte charge, c'est des internés qui font tout ça. Et ça va être cette unité, en fait,
sentimental des biens va disparaître au fur et à mesure, puisque les fourchettes vont rejoindre les fourchettes, les vêtements vont rejoindre les vêtements, les édredons, les édredons. Et là, c'est une disparition des familles, en fait. Je pensais aux Juifs à qui appartenaient ces livres, qui avaient dû fuir ou avaient été déportés, collectionnés avec amour et dévotion, qui les avaient caressés, comme je pouvais le faire moi-même. Témoignage de Maurice Wolf. Nous entrions dans l'intimité de tous ces pauvres gens dépouillés de leurs biens. Témoignage de Michel Bonnet, interné comme conjointe d'Arien. Des bouillies pas finies, des tubes de lait entamés, des bribes de nourriture. Certains objets nous causaient une terrible tristesse. Dans ces caisses, il y avait les biens d'une famille déportée, et ces objets étaient dispersés à jamais. Témoignage de Roger Meyer, interné à l'âge de 23 ans comme demi-juif. C'était comme le dépeçage d'un corps vivant. En particulier, nous étions angoissés devant les paquets de lettres parfois noués d'un ruban, devant les paquets ou les albums photos. On savait bien que tout ce qui venait des domiciles, des appartements, avait appartenu à des familles. Michel Bert, interné comme demi-juif. Moi, ça n'a pas été mon cas, mais il y a des gens qui ont trouvé des photos de leur famille. Les papiers personnels, c'est-à-dire les photos de famille, les albums de famille, les lettres reçues, les courriers, tout ce qu'on peut conserver, en fait, cet écrit, vont être mis de côté et vont être systématiquement détruits. Jean-Marc Dreyfus, historien. Donc il y avait un feu qui brûlait à l'extérieur du camp d'Austerlitz, en continu, qui a brûlé ces objets souvenirs, ces traces, ces dissertations d'enfants, les lettres reçues de la grand-mère. Donc il y a une déperdition extraordinaire de la mémoire de ces familles. Donc même les familles qui ont survécu, elles ont été privées par cette opération de toute leur histoire familiale. Et cette autodafé, donc ces feux qui vont brûler ces objets, ces papiers, pour moi, c'est un pendant direct au crématoire d'Auschwitz et des autres camps d'extermination. On ne brûle pas des corps, on ne brûle pas des gens, mais on brûle les traces de leur existence, y compris les traces les plus modestes. Le colonel baron Van Baer, le chef de cette vaste entreprise de vol, nous empoisonnait l'existence par ses fréquentes visites. Témoignage d'Yvonne Klug, internée comme conjointe d'Arien. Dès qu'il était annoncé, car il se faisait annoncer par téléphone afin que tout soit préparé pour jouer sa comédie aux personnalités qu'il amenait visiter le camp, nous devions cesser de travailler et nettoyer, astiquer, frotter, balayer. Tout devait être impeccable. Et ensuite, nous devions nous poster au garde à vous lorsqu'il paraissait et pivoter de façon à le regarder continuellement. Tout cela dans le plus grand silence. Cela durait parfois très longtemps. Aussi, pour ne pas prendre des crampes, avec un morceau de craie, nous faisions une croix à l'emplacement de nos semelles, sur le parquet. Témoignage de Jacqueline Jacob Delmas. Car, si par malheur le commandant du camp, ce dingue, s'apercevait que nous avions bougé, nous avions droit à une réprimande. Et souvent, les gens, pas de la Gestapo, mais des SS, le suivaient et disaient, vous voyez, ils font ça, ça part en Allemagne, ça compense les bombardements que les Américains et les Anglais font sur l'Allemagne. Bernard Baer, interné à l'âge de 19 ans avec son père et son frère comme demi-juif. Alors, de temps en temps, le baron von Baer venait et il disait ça, ce sera pour moi, ça sera pour moi. Il faisait son petit choix.
Vous venez d'écouter Le pillage des appartements juifs, l'opération Meuble. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Le pillage des appartements juifs, l'opération Meuble est un podcast coproduit par Initial Studio, LSD Films et les films du 8e jour, adapté du documentaire audiovisuel éponyme, écrit et réalisé par Cyril Danvers. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Astrid Verdun, assistée de Cypriane Ligère. Montage, Camille Legras. Avec la voix d'Alix Martineau.